tous. On est une petite audience, donc peut-être que le plus simple, c'est si vous avez des questions, pour que ce soit le plus interactif, posez-les au fur et à mesure. Donc j'ai préparé mes transparents en anglais, mais je suis dans la session francophone, donc c'est pour maximiser, je dirais, ceux qui viennent et qui ne seraient pas francophones. J'espère que ça ne vous gêne pas si je suis en français, mais si mes transparents sont en anglais. Je vais vous parler des développements récents et de défis futurs en protection de la vie privée. Donc pour me présenter rapidement, je suis professeur pas très loin d'ici, là, hein, à peu près 1 kilomètre à l'UQAM, en informatique. Donc la vision que j'ai de la vie privée est plutôt du côté technique. Avant d'être à l'UQAM, donc j'étais en France sur un poste d'une chaire de recherche entre l'INRIA, qui est un institut de recherche en informatique en France, et l'Université de Rennes, qui est en Bretagne, donc à l'ouest de la France. Et avant ça, j'ai fait ma thèse pas très loin de l'autre côté de la colline, au niveau de l'Université de Montréal. Et donc je me focalise sur tout ce qui est protection de la vie privée du point de vue informatique, en particulier tout ce qui est problèmes liés à la géolocalisation ou à la fouille de données et à l'apprentissage machine au niveau de la vie privée. Donc le plan de ma présentation, je vais d'abord vous faire un rapide survol de ce que c'est la protection de la vie privée du point de vue de comment ça s'inscrit dans la sécurité informatique. Je vais essayer de vous montrer quelques développements récents ces dernières années. Alors en anglais, on appelle ça les Privacy Enhancing Technologies, donc les technologies de protection de la vie privée. Donc il y a beaucoup sur le côté technique, il y a beaucoup de produits et de techniques qui sont devenus très matures, à un niveau où elles pourraient même être intégrées facilement dans des produits et des services existants. Et je vais essayer, si j'ai le temps, de finir par ce que j'appelle les défis futurs, donc les problèmes qui restent à résoudre et qui vont sûrement nous occuper dans les prochaines années. Donc le problème, je pense que vous en êtes tous conscients, comme on est à cette conférence, c'est que vous êtes tous sensibilisés à la sécurité informatique, mais vous devez savoir que toutes les actions que vous faites, que ce soit dans le monde virtuel, donc sur Internet, mais aussi quand vous avez passé le portique de métro ce matin, vos actions dans le monde physique ou dans le monde virtuel génèrent des traces numériques. Et donc si on commence à collecter ces traces, on peut commencer à inférer des informations à votre sujet. Donc par exemple, si je connais l'adresse IP de votre ordinateur et que je regarde les pages web que vous allez consulter, je peux commencer à faire petit à petit un profil de vos intérêts. Je peux déduire la localisation où vous êtes à partir de votre adresse IP. Si je suis Google, vous imaginez que vos requêtes que vous avez faites dans les derniers mois révèlent énormément d'informations à votre sujet. Et puis il y a des gens qui ont montré que même si vous avez un profil, une page Facebook qui est privée, le simple fait de connaître des relations sociales avec certaines personnes et le fait que ces personnes aient renseigné leurs informations peut permettre d'utiliser la structure du graphe social sur faire des inférences sur vos propres intérêts à vous. Et puis on arrive de plus en plus, donc il y a eu des présentations sur tout ce qui était Internet des objets, objets connectés. On arrive aussi à des situations où, par exemple, si vous avez un compteur électrique intelligent, on peut commencer à déduire des informations sur ce qui se passe à votre maison, quel type d'appareil électrique vous utilisez, combien de personnes vivent à votre maison, quelles sont vos habitudes de vie. Donc le droit de ne pas être tracé dans son quotidien, c'est un droit fondamental. Donc, tout comme le droit à la liberté d'expression ou le droit à la liberté de religion, on ne devrait pas devoir justifier de ne pas vouloir être tracé dans son quotidien. Donc il y a différents textes qui garantissent le droit. Donc par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit à la vie privée est reconnu. Au niveau québécois, donc il y a aussi des textes réglementaires. Et puis on a eu une présentation hier sur le règlement européen sur la protection des données. Et je pense qu'il y en a une juste après ma présentation aussi. Et donc le risque, c'est vraiment que quelqu'un commence à collecter ces traces dans un but malveillant. Donc ça peut aller de ce que j'appelle un but bénin, c'est-à-dire, par exemple, si j'arrive à savoir que vous êtes intéressé par le volet et que je connais votre adresse email, je peux essayer de forger un pourriel qui est ciblé en fonction de vos intérêts. Et puis ça peut aller des choses beaucoup plus graves comme faire une usurpation d'identité. Ou ce que je pense va être le plus grand problème dans le futur, c'est d'essayer de discriminer, par exemple de vous refuser l'accès à un certain travail ou de vous demander de payer le double de votre assurance maladie en fonction des informations que j'ai collectées à votre sujet. Donc comment est-ce que la vie privée s'inscrit par rapport aux propriétés classiques de sécurité? Donc souvent en sécurité, ce qu'on présente, c'est la fameuse triade, donc la confidentialité. On veut assurer que si un message circule sur Internet, la personne qui attrapera le message, comme le message est chiffré, on n'apprendra pas le contenu. On veut s'assurer que le message qui a été envoyé est bien intègre et qu'il puisse venir vérifier qu'il vienne de la bonne personne. Et puis, si vous avez payé un abonnement en ligne pour un service Internet, vous attendez à ce que le service soit disponible, même s'il y a plein de gens qui se connectent d'un seul coup. Donc, de mon côté, je vois la protection de la vie privée comme un quatrième propriété qu'on voudrait fournir dans un service informatique. Donc, être capable de donner à l'individu un certain contrôle sur qu'est-ce qui est fait de ces données ou comment ces données sont utilisées ou quelle trace il va laisser de ses actions. Donc, souvent, les gens ont tendance à vouloir opposer les deux, opposer la sécurité et la vie privée. Pour moi, la vie privée fait partie
d'un aspect de la sécurité, tout comme la confidentialité ou l'authentification. Donc là, j'ai mis un exemple. Alors, c'est une pub du système de transport de Londres qui est censé rassurer les gens en vous disant qu'il y a une caméra dans tous les bus. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu Le Seigneur des Anneaux, mais moi, ça me fait plutôt penser à l'œil de Sauron qu'il y a quelque chose qui est censé me rassurer. Donc, contre qui on va se protéger? Alors, je vais l'appeler de manière générale l'adversaire. Donc, l'adversaire, ça peut être toute entité qui veut collecter vos traces ou vos données pour commettre un abus de vie privée. Donc, ça peut être un individu qui veut faire une usurpation d'identité. Ça pourrait être une compagnie qui va être capable de cibler des clients particuliers, comme ça pourrait être dans un pays qui est une dictature, un gouvernement qui va être capable de surveiller les potentiels dissidents. Et donc l'adversaire, il a accès des données déjà par toutes les sources d'informations publiques. Donc si vous avez laissé votre page internet ou votre page de réseau social en accès libre, il peut aller évidemment piocher sur ces informations-là. Il y a des moteurs de recherche, donc on appelle les agrégateurs de données, où vous tapez le nom et le prénom d'une personne et ça va chercher sur Internet tous les documents, incluant les photos ou les documents Word où ce nom apparaît. Donc ça, c'est une source possible d'information. Évidemment, l'adversaire, il peut aussi écouter de manière passive le réseau. Donc s'il se met dans un cybercafé et que certaines des communications ne sont pas chiffrées, il peut commencer à récupérer des données de manière passive. Ou évidemment, il peut profiter de la vulnérabilité d'un système. Donc par exemple, si Target n'a pas bien sécurisé les données de ses clients, il pourrait vouloir profiter de la faiblesse du système de sécurité de Target pour récupérer les données de millions d'individus. Et donc, en vie privée, on pousse l'approche traditionnelle en sécurité un peu plus loin en considérant que le fournisseur de services est un adversaire potentiel. L'idée, c'est que dès que vos données personnelles ont quitté votre sphère de contrôle, donc dès qu'une compagnie a accès à une grande partie de vos données, vous n'avez plus vraiment de moyens de vérifier qu'elle va respecter ses engagements. Donc même si la compagnie s'engage dans la politique de confidentialité de ne jamais revendre vos données, qu'est-ce qui vous garantit que le jour où elle sera rachetée, la compagnie qui va racheter cette compagnie-là va forcément respecter cette ancienne politique de vie privée? Ou même si jamais cette compagnie a mal sécurisé les données, le fait qu'elle vous promette de jamais les revendre, ça ne veut pas dire que ces données-là ne filtrent pas. Donc là, j'ai mis un exemple, il y a quelques mois, où des données de jouets connectés, donc vous avez maintenant de plus en plus de jouets qui ont de la reconnaissance vocale, donc votre enfant peut parler à votre jouet, et la reconnaissance vocale n'est pas faite localement dans le réseau de votre maison, mais tout est envoyé à distance au fournisseur de services qui a créé l'objet. Donc il y en a un fournisseur de services qui a été hacké, donc il y a les données personnelles de plus de 800 000 propriétaires d'ours en peluche connectés qui ont été accessibles sur Internet. Et donc souvent, se dire qu'on va simplement sécuriser les données en les chiffrant, c'est pas suffisant. Donc il y a eu plusieurs présentations aussi qui parlaient du risque interne. Il y a toujours un risque, même si vous avez chiffré les données, que si vous, par exemple, si vous renvoyez l'administrateur en termes de sécurité, peut-être qu'il sera tenté de partir justement avec une copie des données clients. Donc souvent, le chiffrement, c'est une partie de la vie privée, mais ce n'est pas le seul aspect nécessaire pour assurer un bon niveau de vie privée. Et donc les données qui sont en général très bien protégées par la loi, c'est tout ce qu'on appelle les données nominatives, donc les données qui vous identifient de manière unique, donc par exemple votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de carte de crédit, votre nom et prénom, votre adresse. Ça, on sait que c'est des données sensibles parce que comme elles sont liées à un individu, c'est très facile de croiser des bases de données et de faire un profil détaillé à partir de ces données-là. Souvent, ce qui est moins bien protégé par la loi, c'est que certaines de vos données qui peuvent sembler anodines prises séparément peuvent aussi jouer le rôle de ce qu'on appelle un quasi-identificateur. Donc par exemple, si je regarde au niveau de la localisation, combien de personnes travaillent dans l'entreprise où vous travaillez, il y a beaucoup de personnes. Si je regarde combien de personnes habitent dans le tronçon de rue où vous habitez, il y a beaucoup de personnes. Mais si je regarde dans la population, combien de personnes habitent dans ce tronçon de rue et travaillent dans cette entreprise-là, vous êtes sûrement le seul dans la population, ou peut-être 2 ou 3 personnes, à avoir ce profil-là. Donc ces informations de travail maison qui semblent anodines prises séparément, en fait, quand on les combine ensemble, ça peut jouer le rôle d'un quasi-identificateur, comme le pourrait votre nom et prénom. Et puis souvent aussi, la loi ne tient pas en compte forcément ce que j'appelle le potentiel d'inférence d'une donnée. Donc si je vous demande quel est le parti politique pour lequel vous allez voter aux prochaines élections, ça peut vous sembler une donnée sensible et salée, mais ce n'est pas garanti à partir de cette information-là que je puisse déduire beaucoup d'autres choses concernant votre santé, par exemple, ou vos habitudes. Mais si, par exemple, je vous demande d'avoir accès à vos données génomiques, ça, c'est des données qui, pour moi, ont un potentiel d'inférence très élevé. Donc, à partir de vos données génomiques, je peux, par exemple, déduire quels sont vos futurs problèmes de santé. Je peux déduire des informations, pas seulement sur vous, mais sur vos enfants ou sur vos parents. Donc, même si vos enfants ou vos parents n'acceptent pas de donner leurs informations génétiques, votre ADN va révéler l'information à leur sujet. Et donc, il y a des risques aussi de discrimination génétique. De la même manière, les données sociales, si j'ai les données sociales d'une personne, je peux commencer à reconstruire
Donc comme les gens s'assemblent en général, vos amis sur Facebook, c'est sûrement soit des collègues de travail, soit des gens qui sont de votre association sportive ou éventuellement du barreau du Québec ou d'un autre groupe d'intérêt où vous appartenez. Donc même si votre profil est protégé, juste en essayant de corréler les informations des gens avec qui vous êtes, on peut aussi essayer de faire des inférences sur vos intérêts. Et donc en général, donc comme tout droit, il faut une entité qui est en charge de faire respecter le droit à la vie privée. Donc en général, c'est l'autorité de protection des données qui assure ce rôle. Donc par exemple, au Canada, vous avez le commissariat à la vie privée qui assure ce rôle au niveau fédéral, et au niveau québécois, vous avez la commission d'accès à l'information qui assure ce rôle-là. Et donc en Europe, on a un regroupement de tous les autorités de protection européennes qui s'appelle le G29, ou en anglais l'article 29, qui fédère l'action qui sont faits par ces autorités-là. Et aux États-Unis, vous n'avez pas directement d'autorité de protection des données, mais en fait, ce qui arrive, c'est que vous avez d'autres organismes comme la commission du commerce fédéral qui se penche aussi parfois sur les questions du privé, ou des ONG qui jouent aussi le rôle de chien de garde à ce sujet-là. Donc juste pour vous donner un exemple d'actualité qui doit, en Europe en tout cas, occuper le G29 en ce moment, c'est qu'il va bientôt y avoir une évaluation du Privacy Shield par le G29. Donc le Privacy Shield, c'est l'accord qui gère le fait que des données puissent être transférées entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et donc vous voyez que ça va sûrement avoir un impact très important dans les prochains mois. Donc voilà, donc au niveau technologique, je dirais que dans les 15 dernières années, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits sur les techniques qui permettent de protéger la vie privée. Donc, en anglais, c'est ce que j'appelle les technologies de protection de la vie privée. Donc l'acronyme en anglais, c'est PETS. Donc si vous prenez Google et que vous tapez PETS, vous allez tomber sur plein d'autres choses que ces technologies-là. Mais donc si vous tapez le mot en entier, Privacy Enhancing Technology, vous verrez que c'est toutes les solutions techniques qui permettent d'essayer de minimiser les traces numériques qu'on laisse de nos actions, et aussi d'avoir un meilleur contrôle sur nos données personnelles. Donc un exemple très simple de technologie de protection de la vie privée, c'est un anonymisateur, donc un site, un tiers parti qui va faire une requête à votre place. Donc par exemple, vous avez un site comme DuckDuckGo qui, lui, dit qu'en fait, il ne collectera et ne gardera jamais aucune information sur vos requêtes. Donc évidemment, il y a toujours une question de pourquoi est-ce que j'aurais plus confiance dans DuckDuckGo que Google, mais en tout cas, cette compagnie-là dit qu'elle ne cherche pas à faire d'argent en collectant et en monétisant vos requêtes. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est que si vous avez une requête à faire, vous la faites avec DuckDuckGo. DuckDuckGo va la faire à votre place à Google, et donc ça va briser le lien entre l'adresse IP et la requête qui a été effectuée. Et donc, comme je disais, au niveau technique, dans les 15 dernières années, il y a une maturation très forte des technologies qui ont été développées. Donc, je vais en donner quelques exemples. Mais souvent, les deux principes fondamentaux qu'on essaye de mettre dans ces technologies, c'est ce qu'on appelle la minimisation de données. Donc, on va se poser la question, pour le service que j'essaye de mettre en place, quelle est l'information qui est vraiment nécessaire au fournisseur de service pour être capable de me fournir ce service-là? Et donc, on va essayer de ne collecter et de n'utiliser que cette information-là. Donc ça, déjà, c'est une façon d'essayer de minimiser les risques si la compagnie, plus tard, est victime d'une fuite de données. Elle aura collecté que l'information qui est nécessaire pour son service. Elle n'aura pas cherché à accumuler à tout prix plein d'informations, même si elle ne sait pas tout de suite comment est-ce qu'elle peut monétiser cette information. Et on a aussi ce qu'on appelle la souveraineté des données. Donc on veut essayer de donner à l'utilisateur des moyens d'avoir plus de contrôle sur l'utilisation qui sont faite de ces données et comment ces données sont collectées. Donc il y a d'autres principes fondamentaux qui sont souvent mis en avant. Il y a le consentement explicite. Donc il faut qu'on explique à un individu quelles sont les données qu'on va avoir collectées pour le service et comment elles vont être utilisées. Il y a l'aspect de transparence, donc que le service puisse aussi montrer à l'utilisateur quelles sont toutes les données qui ont été collectées et que l'utilisateur puisse inspecter son profil. Il y a un aspect alors en français je l'ai traduit par imputabilité, donc si vous avez une meilleure traduction en anglais, c'est accountability. C'est que si vous êtes une entité, donc si vous êtes par exemple une compagnie qui collecte des données personnelles, vous avez un devoir d'essayer de protéger ces données au mieux de vos capacités. Donc il faut que vous essayiez de mettre des solutions en termes d'état de l'art, de chiffrement par exemple des données ou de contrôle d'accès. Et puis ce qui est intéressant du côté technique aussi, c'est qu'avec la nouvelle législation européenne sur la protection des données, il y a des nouveaux droits qui apparaissent et ces nouveaux droits vont sûrement demander à développer aussi des nouveaux moyens techniques. Donc par exemple, on a le droit à l'effacement qui est sur une requête de l'utilisateur, le fait qu'on puisse demander l'effacement des données qui ont été collectées par un certain fournisseur de services. Donc comment est-ce qu'on peut avoir des technologies qui permettent à l'utilisateur d'effacer ces données avec une certaine confiance sur le fait que cet effacement a été fait. Donc tout ça, ça demande aussi des développements technologiques qui auront lieu dans les prochaines années. Et donc un autre concept important qui est mis en avant, alors ce qui est intéressant, c'est que ça a été
repris par le règlement européen, mais c'est vous au Canada qui avez inventé ce concept-là, avec la commissaire à la vie privée Anne Cavoucan. C'est le concept de privacy by design. Donc l'idée, c'est relativement simple, c'est de se dire, plutôt que de développer un service et de le déployer et d'attendre qu'il y ait des problèmes avec ce service pour changer la manière dont ce service fonctionne par rapport à la vie privée, on va prendre une approche proactive comme on le fait en sécurité, c'est-à-dire on va se poser la question, quels sont les risques pour les individus et pour les données personnelles qui sont collectées quand je déploie ce service et quels sont les moyens techniques que je peux mettre en place pour limiter les risques. Donc ce que vous allez devoir faire, par exemple, c'est une analyse de risque en termes de vie privée, sur quelles sont les données qui vont être collectées par votre service, comment vous allez essayer de les sécuriser, comment est-ce que l'utilisateur va pouvoir y avoir accès. Donc dans la philosophie, c'est la même approche que de se poser la question comment est-ce qu'on peut faire de la sécurité avant de déployer le produit. Donc là, on intègre la vie privée en plus de la sécurité classique, je dirais, dans la partie analyse de risque et dans la partie conception du système. Donc quelques exemples de maturation, je dirais, des aspects vie privée. Donc par exemple, tout ce qui est la généralisation du chiffrement de bout en bout, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun dans la plupart des services. Donc vous avez sûrement entendu parler des cas les dernières années où le FBI ou d'autres entités gouvernementales allaient toquer à la porte des compagnies en disant « j'aimerais avoir accès aux données de certains de vos utilisateurs ». Donc une des façons pour ces compagnies-là d'essayer de regagner la confiance des individus en offrant plus de protection en termes de vie privée, c'est de se dire « non, on fournit un service, mais on permet à deux utilisateurs, donc par exemple dans le système WhatsApp, de communiquer entre eux, donc entre chaque paire d'utilisateurs, mais sans que nous, fournisseurs de services, on possède les clés qui permettent de déchiffrer ces messages-là. » Donc le chiffrement de bout en bout, ça veut simplement dire qu'on permet à deux utilisateurs d'utiliser un chiffrement qui permet de chiffrer les messages de telle manière à ce que même le fournisseur de service ne possède pas les clés qui permettent de déchiffrer ces données-là. Donc il y a quelques années, il y avait un service qui s'appelait Lavabit qui proposait un service de mail sécurisé qui offrait le chiffrement de bout à bout entre deux utilisateurs. Et ce service-là, son propriétaire avait décidé de le fermer parce qu'il avait justement une warrant, si quelqu'un a une requête du gouvernement pour accéder aux clés de Lavabit. Donc il y a quelques années, il y avait eu des tentatives d'avoir du chiffrement de bout en bout qui n'ont pas marché, mais depuis, je dirais que suite aux affaires qu'il y a eu ces dernières années, en fait, ça devient, je dirais, la norme pour beaucoup de fournisseurs de services de fournir du chiffrement de bout en bout. Donc ça, c'est aussi un signe que l'aspect vie privée commence aussi à prendre un aspect important dans ces services-là. Une autre technologie qui est très mature aussi, c'est ce qu'on appelle les réseaux de communication anonymes. Donc c'est comment est-ce qu'on peut prendre un réseau qui n'est pas anonyme au départ, comme Internet, où vous avez chacun une adresse IP, et construire sur ce réseau-là donc une technologie de protection de la vie privée qui peut servir à n'importe quel utilisateur à envoyer un message à un autre utilisateur de manière anonyme. Donc un exemple qui est connu, c'est par exemple Tor. Donc Tor, c'est un système de réseau anonyme qui est utilisé pour beaucoup d'applications. Donc si vous voulez surfer de manière anonyme, par exemple, vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez faire de la messagerie instantanée de manière anonyme ou envoyer des emails de manière anonyme, c'est n'importe qui peut l'utiliser. Donc c'est du logiciel libre, l'utilisation du réseau est gratuite. Et donc si on regarde les statistiques d'utilisation de Tor, rien que depuis le début de l'année, on est passé de 1,5 million d'utilisateurs chaque jour à presque 2,5 millions. Donc c'est une preuve aussi de maturité, c'est des technologies qui commencent à avoir de plus en plus d'utilisateurs. Donc ça peut être par exemple des gens comme au Canada qui ne souhaitent ne pas être tracés dans les sites web qu'ils vont faire ou leur navigation, comme ça peut être un usage dans une dictature ou dans un pays sous surveillance où vous allez utiliser ces outils-là pour être capable d'aller chercher des sources d'informations ou de vous organiser. Et donc comment ça marche Tor, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle le routage par oignon. Donc vous avez un message qui est envoyé sur un réseau de nœuds dédiés. Donc par exemple, une université ou une entreprise au Québec pourrait dire « moi j'ai envie d'héberger un nœud Tor ». Donc l'utilisateur va choisir un chemin aléatoire dans le réseau Tor et en fait le message qui va être envoyé va être chiffré par plusieurs couches de chiffrement. Chaque nœud qui va recevoir le message va enlever une couche de chiffrement et quand vous enlevez la couche de chiffrement, donc il vous reste le message avec les couches qui restent, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un oignon, c'est comme épeler les couches. Et vous avez une information qui vous dit quel est le nœud suivant. Et donc ce réseau-là, c'est un réseau qui est très étudié et donc évidemment il y a des faiblesses, mais globalement il offre des propriétés de sécurité et de vie privée qui sont relativement fortes et relativement bien comprises et étudiées. Une autre technologie qui a aussi un fort niveau de maturité, c'est ce qu'on appelle les accréditations anonymes. Donc c'est comment est-ce qu'on peut prouver qu'on a le droit d'accéder à une certaine ressource ou qu'on a une certaine information liée à son identité, mais sans avoir besoin de révéler son identité. Donc un cas d'usage très simple, ça pourrait être l'ASTM qui un jour décide de mettre une accréditation anonyme, donc un jeton cryptographique dans la puce de la carte aux puces, de telle manière à ce que quand vous passez le portique du métro, vous êtes capable de prouver que vous avez payé votre abonnement mensuel, mais sans qu'il y ait un identifiant unique ou une information qui serve à tracer à chaque fois qui vous êtes et à quel endroit vous êtes rentré.
Et donc les accréditations anonymes, c'est quelque chose qui est devenu suffisamment mature au point que si jamais la STM faisait l'effort d'investir et de mettre une accréditation anonyme dans votre carte à puce, il y a 10 ans, peut-être que vous auriez dû attendre 5 secondes devant le portique d'accès, mais maintenant, c'est tellement efficace et performant que vous ne verrez aucune différence au niveau de temps de calcul et au niveau pour l'utilisateur. Et en plus, il y a un effort important de standardiser certaines des approches au niveau des accréditations anonymes. Donc, par exemple, il y a un système d'accréditation anonyme qu'on appelle les signatures de groupe. Donc, si vous connaissez, est-ce que vous êtes tous familiers dans la salle avec les signatures électroniques? Donc, une signature électronique, c'est très simple. Vous avez deux clés. Une clé publique qui sert à vérifier une signature que vous avez fait sur un message et une clé privée que vous êtes le seul à connaître qui permet de faire une signature. Les signatures de groupe, c'est un peu le même principe, sauf que à chaque fois que vous signez avec votre clé privée, donc chaque membre du groupe a une clé privée différente, on obtient une signature, mais une signature qui pointe vers le groupe, mais pas vers le membre du groupe. Donc quand vous allez signer un message avec cette clé, vous allez pouvoir prouver que vous êtes un membre du groupe. Donc le groupe, ça pourrait être les utilisateurs de la carte Opus de la STM qui ont payé leur abonnement mensuel pour le mois de juillet 2017, par exemple. Donc vous pourriez être capable de prouver que vous avez le droit de rentrer dans le système de transport, mais sans que la signature ne révèle qui vous êtes exactement. Donc il y a une clé publique de vérification qui permet de vérifier que la signature n'a pas été créée par un imposteur qui n'a pas de clé privée de signature, mais ça ne pointe pas directement sur un individu. Et donc là aussi, on est dans la situation où, à l'heure actuelle, il y a une espèce de bataille commerciale entre deux grands acteurs pour essayer de pousser en avant des systèmes matures d'accréditation anonyme. Donc vous avez par exemple une solution de Microsoft qui s'appelle YouProve. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la base, c'était une entreprise montréalaise qui s'appelait Credentica, qui avait créé cette solution d'accréditation anonyme et qui a été rachetée en 2008 ensuite par Microsoft. Et vous avez aussi IBM qui arrive avec sa propre solution, donc qui s'appelle IDMX. Donc ces entreprises-là proposent à n'importe quelle compagnie qui veut faire un service en permettant d'avoir des propriétés fortes de vie privée, de directement intégrer ces produits-là dans leur service. Un autre type de technologie qui est très mature, c'est ce qu'on appelle le calcul multipartie sécuritaire. Donc je vous ai fait un dessin qui est très abstrait, mais l'idée c'est que si on était dans un monde idéal où on avait accès à un tiers de partie de confiance et qu'on voulait faire un calcul entre les entrées de participants, donc souvent en sécurité, en tout cas en vie privée, au lieu de dire participant A et participant B, on les appelle Alice et Bob. Donc si Alice et Bob étaient dans un monde de bisounours où on avait un tiers partie de confiance, ce qu'ils pourraient faire, c'est que chacun envoie leur partie du calcul. Donc ça pourrait être par exemple, ils veulent faire un calcul qui dépend de deux bases de données clients, donc Alice est une banque et puis Bob est une autre banque, et ils veulent essayer de de construire un classifieur qui permet de faire une prédiction sur quels sont les critères qui permettent de savoir si un client peut rembourser ou pas un prêt. Donc s'ils étaient dans un monde de bisounours, ils pourraient envoyer leurs données au tiers partie de confiance, le tiers partie de confiance ferait le calcul, il enverrait le résultat à Alice et Bob et il effacerait ces données. Mais comme on n'est pas dans ce monde de bisounours, on va devoir simuler ce monde-là par un protocole cryptographique, donc par des échanges de messages chiffrés entre Alice et Bob, de telle manière à ce que à la sortie du protocole, Alice et Bob vont avoir aussi appris simplement la sortie du calcul, sans que Bob n'ait eu besoin d'envoyer ses données en clair à Alice et sans qu'Alice n'ait vu les données de Bob. Et donc là aussi, on est dans la situation où depuis quelques années, vous avez de plus en plus de compagnies qui proposent des services clés en main de calcul multipartie sécuritaire. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une compagnie qui a été fondée par un cryptographe au Danemark qui s'appelle Partisia. Et donc ce que propose Partisia, c'est par exemple de développer des solutions d'enchères avec du calcul multipartie sécuritaire de telle manière à ce qu'on apprenne simplement quel a été le gagnant de l'enchère, mais sans avoir appris les différentes bids, donc les différentes sommes qu'ont proposées les différents acteurs. Et donc ça peut sembler une application un peu jouée, mais en fait, si vous regardez au Danemark, il y a tout un système sur toutes les denrées agricoles, de savoir qui fournit le prix le plus élevé pour une denrée. Souvent, c'est fait sur une page publique où les autres acteurs collectent beaucoup d'informations, et donc l'acteur qui finit par avoir le meilleur deal n'est pas forcément celui qui était prêt à payer le prix le plus raisonnable. Donc ça résout un problème important dans ce type de marché-là. Et donc, vous avez peut-être entendu parler, donc ce qui va être le Graal dans les prochaines années, c'est ce qu'on appelle le chiffrement homomorphe. Donc en info nuagique, l'idée c'est qu'à l'heure actuelle, quand vous envoyez vos données à un fournisseur d'info nuagique, en général, ça veut dire que vos données sont en clair dans les mains du fournisseur, donc il y a toujours des risques que ces données-là fuitent. Donc il y a plusieurs acteurs qui travaillent sur du chiffrement homomorphe. L'idée c'est qu'au lieu d'envoyer vos données en clair, vous pourriez envoyer des données chiffrées. Le fournisseur d'info nuagique, lui, a beaucoup plus de puissance de calcul que votre propre ordinateur, donc il est capable de faire des calculs très complexes sur ces données-là, et il va simplement vous renvoyer le résultat du calcul, sans avoir à aucun moment vu vos données en clair directement. Donc ça, c'est une technologie sur laquelle IBM et d'autres acteurs essayent de se positionner les premiers, parce que les applications et les usages vont être très importants.
Et il y a de plus en plus aussi de compagnies qui commencent à proposer je dirais, de mettre au service d'autres compagnies leur expertise pour faire directement passer les produits dans le monde réel. Donc par exemple en France, vous avez une compagnie qui s'appelle Crypto Expert. En fait, ce qu'elle va vous proposer, c'est si vous voulez intégrer ces technologies de protection de vie privée ou développer une technologie qui est propre à votre service, vous pouvez directement aller voir cette compagnie et elle va vous aider directement à intégrer avec des cryptographes, donc des gens qui ont eu toute une expertise sur ce créneau-là dans vos services et applications. Donc souvent la question que j'ai, c'est ok, c'est bien beau de vouloir faire de la vie privée, mais quel serait l'intérêt d'une compagnie à passer dans un modèle où ils collectent moins de données personnelles sur les individus? Donc il y a plusieurs incitatifs qui pourraient venir. Donc un exemple, ça pourrait être suite à un scandale de vie privée. Donc j'espère que Target, suite à la fuite de millions de données clients, a remis en cause la manière dont fonctionne la sécurité de son système d'information. Donc ça, c'est ce que j'appelle la sensibilisation du public. Il y a évidemment le cadre légal qui peut jouer un rôle important. Donc par exemple, si vous, donc il y avait une présentation hier, mais si vous êtes une entreprise canadienne qui fait affaire avec l'Europe, vous allez devoir respecter les règles de la nouvelle réglementation qui va être en place l'année prochaine. Et puis, il peut y avoir aussi des incitatifs commerciaux. Donc, par exemple, en Europe, il y a de plus en plus d'entités qui commencent à proposer des certifications, non pas simplement sur l'aspect sécurité informatique traditionnel, mais aussi sur l'aspect vie privée. Donc, vous avez par exemple une entité qui s'appelle Europrise, qui peut certifier de manière légale et technique si les technologies que vous développez respectent les meilleurs critères ou les meilleurs standards en termes de vie privée. Au niveau de la France, la CNIL commence aussi à donner des labels. Alors, elle a pris une approche plutôt précautionneuse. Donc pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est labelliser des formations, des processus d'audit, des processus de coffre numérique et des processus de gouvernance par rapport à la vie privée. Mais légalement, elle aurait la possibilité de faire des certifications sur à peu près n'importe quelle technologie. Le seul risque qu'elle voit, c'est que vous imaginez que le jour où la CNIL dit n'importe quelle compagnie peut aller nous voir pour essayer d'avoir une certification en termes de vie privée, vous allez avoir toutes les compagnies qui vont venir la voir, incluant les compagnies qui ne sont pas forcément très respectueuses de la vie privée en général. Ok, donc ça c'était sur la première partie. Donc je dirais l'aspect maturation technologique. Les technologies sont là, il s'agit juste, quand je dis juste, c'est de trouver, je dirais, un modèle d'affaires qui permet d'aller vers une situation où les gens seraient prêts, par exemple, à payer pour une technologie qui offre des garanties plus importantes en termes de vie privée. Donc, il s'agit de changer du modèle où les entreprises collectent énormément de données, mais souvent les services sont gratuits, vers un modèle d'affaires différent qui reste à déterminer, où là, les gens peut-être seraient prêts à payer un peu plus pour avoir l'utilisation de ces technologies-là. Donc, dans le futur, quels sont les principaux défis? Donc, je pense que vous avez déjà tous entendu parler du big data. Donc, on est dans une situation où la quantité de données collectées sur les individus grandit de plus en plus chaque année. Donc, avec l'arrivée des objets connectés, par exemple, des bracelets de santé, on arrive à collecter des données qu'on ne connectait pas il y a quelques années. Et donc la promesse de ce qu'on appelle le big data, c'est que ces quantités de données vont permettre de réaliser des applications qui vont bénéficier aux individus. Donc un exemple, IBM Watson par exemple va dire que au lieu qu'on donne à la population le même médicament pour traiter chaque patient qui a les mêmes symptômes, on pourrait essayer de faire la médecine personnalisée en ciblant le traitement, par exemple, en fonction de vos données génétiques et d'autres informations vous concernant. Donc on pourrait être capable de cibler vraiment le médicament qui va vous permettre de guérir le plus rapidement. Il y a aussi d'autres applications au niveau de la mobilité. Donc, par exemple, en Afrique, il y a eu un challenge qui s'appelle le Data for Development Challenge, où ce qu'ils ont voulu faire, c'est comme il n'y a pas de données très importantes sur la mobilité des utilisateurs dans les pays d'Afrique, ils se sont dit, en Afrique, la plupart des gens, le taux de pénétration des téléphones portables est très important. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va ouvrir les données de compte-rendu d'appel, donc les données de mobilité générées par votre usage téléphonique, et on va les donner à des scientifiques pour qu'ils puissent essayer de déduire des modèles de mobilité, faire des modèles de propagation d'épidémies. Au niveau de la planification urbaine, ça peut permettre de savoir comment mieux gérer les futures infrastructures. Et donc là, la question qui arrive, c'est comment est-ce qu'on peut anonymiser ces données-là avant de les ouvrir pour garantir qu'une fois que j'ai ces données qui sont disponibles, je ne pourrai pas retrouver les données d'un utilisateur en particulier. Donc quel est l'impact du big data sur la vie privée dans le futur? Déjà, c'est tous les risques dont je parlais auparavant. Le fait d'avoir plus d'informations, ça veut dire que la finesse des inférences qu'on peut faire à votre sujet est plus importante. Donc peut-être qu'avant, j'étais capable de savoir que vous étiez quelqu'un qui a un niveau de salaire dans une certaine catégorie très générale, mais peut-être qu'avec toutes les données croisées qui sont disponibles, je vais être capable de cibler beaucoup plus quels sont vos intérêts, quel type d'achat vous allez faire. En plus, l'aspect consentement perd tout son sens quand on parle de big data, puisque big data, c'est vraiment l'idée
d'utiliser au maximum toutes les données qui ont été collectées pour tous les types d'inférences qu'on peut faire. Donc la notion de demander à un individu son consentement pour faire du big data n'a pas vraiment de sens en tant que tel. Et puis, en plus, il y a toutes des questions liées à l'éthique de l'inférence. Donc par exemple, si je vous pose la question, donc je pourrais faire pour voir si vous êtes réveillé encore à cette heure-ci, c'est donc il y a un type d'inférence qui a été fait à Chicago, c'est essayer de cibler les personnes qui ont des chances d'être impliquées dans un shooting, dans une fusillade, pardon. Et donc là, ce qu'a fait la police, c'est qu'ils ont utilisé des algos de police prédictifs pour essayer de cibler. Donc vous n'avez pas commis de crime, mais on va venir vous voir en vous disant « Attention, la police vous surveille, on sait que tu es, d'après notre algorithme de police prédictive, tu es potentiellement quelqu'un qui a le plus de chances de commettre une fusillade ou d'être pris dans une fusillade. » Donc là, il y a toutes les questions. Parce qu'on peut faire cette inférence, donc parce qu'on peut essayer de cibler les gens qui sont des potentiels criminels, est-ce qu'on devrait vraiment le faire? Il y a toutes les questions de l'éthique de ce qu'on peut prédire à partir de ces données-là. Et donc, il y a aussi, donc, au niveau de l'anonymisation, c'est une question ouverte au niveau de la communauté informatique en vie privée. Donc, comment bien anonymiser les données? C'est une question qui reste difficile et pourtant, c'est une question que la législation européenne nous demande de résoudre. Donc, par exemple, dans le règlement européen, il y a un article qui dit que si vous avez trouvé une manière de désanonymiser les personnes, il faut essayer de prendre en compte donc, tous les facteurs objectifs qui permettent de vraiment quantifier si cette donnée est anonyme ou pas, tels que le coût et le temps requis pour l'identification, le temps en prenant à la fois en compte les technologies disponibles maintenant, mais aussi les développements futurs. Donc vous voyez qu'on rentre aussi dans un modèle d'analyse de risque, où vous avez une compagnie qui aimerait dire bah, « moi j'ai des données de clients, mais j'aimerais pouvoir les monétiser pour la vendre à d'autres compagnies ». Vous ne pouvez pas, car c'est des données personnelles, elles tombent sur la régulation en termes de vie privée, à moins que vous arriviez à prouver que vous ayez un processus qui est capable d'anonymiser ces données et de complètement décorréler les données qui vont être anonymisées avec les données de départ. Mais pour faire ça, il faut que vous soyez capable de prouver qu'il n'existe aucun mécanisme à l'heure actuelle qui permet, avec un coût raisonnable, de pouvoir désanonymiser ces données. Et même si c'est valable à l'heure actuelle, il faut que régulièrement, vous refassiez une analyse de risque de désanonymisation. Et au niveau de la France, alors je ne sais pas quelle est la situation au Québec ou au Canada, mais au niveau de la France, il y a aussi une loi pour la République numérique qui a été votée en octobre de l'année dernière. Et donc là, pareil, on reconnaît à la CNIL, à l'Autorité de protection des données française, le droit de certifier des processus d'anonymisation. Donc la CNIL se retrouve aussi avec la situation de devoir dire si cette manière de transformer les données pour essayer de les anonymiser, c'est une manière qui est saine, ou donc qui respecte vraiment l'anonymisation, ou qui est risquée, donc qui peut permettre d'être désanonymisé. Et donc, une des choses qu'on sait en vie privée, c'est que simplement d'enlever le nom et prénom devant une donnée, en général, ce n'est pas suffisant pour l'anonymisation. Donc, un exemple qui avait eu lieu aux États-Unis en 2006, c'est AOL, donc, qui est un fournisseur d'accès Internet, avait voulu rendre publiques les requêtes qui sont faites par son portail d'accès par 650 000 de ses clients. En fait, l'idée, c'était que des informaticiens puissent s'approprier les données pour essayer d'améliorer leur moteur de recherche du portail d'accès. Mais tout ce qu'ils avaient fait, c'est remplacer le nom et prénom des personnes devant la requête par un pseudonyme aléatoire. Mais vous imaginez que si je suis Google et que je vois les requêtes que vous avez fait pendant un mois, le contenu de vos requêtes peut permettre très facilement de me faire une idée de qui vous êtes. Donc par exemple, ce journaliste a retrouvé l'identité de cette vieille dame parce qu'elle cherchait des restaurants près de l'endroit où elle habitait, elle cherchait des cadeaux pour ses petits-enfants, elle cherchait aussi, elle avait un chien qui était malade. Donc c'est assez facile de retrouver l'identité ou de se faire une idée des profils très détaillés juste à partir des requêtes. Le pire, c'est que vous avez sûrement déjà tous fait une requête de vanité sous Google en tapant votre nom et prénom. Donc si je vous dis j'ai anonymisé vos requêtes juste en enlevant le nom et prénom devant les requêtes, mais que je ne touche pas la requête et que votre identité est contenue directement dans les requêtes, c'est clair que ce n'est pas suffisant. Donc ce qu'on va faire en général du côté informatique, c'est qu'on va essayer d'évaluer les risques, par exemple de désanonymiser avec ce qu'on appelle des attaques par inférence. Donc on se met dans les souliers de l'adversaire qui voit des données anonymisées qui viennent d'être publiées. Évidemment, l'adversaire, il n'est pas aveugle, donc il a accès à toutes les sources de données disponibles publiquement sur Internet. Et on va essayer de voir quels sont les risques de pouvoir désanonymiser ou inférer une certaine donnée sur un individu. Donc un exemple typique d'attaque par inférence, c'est par exemple les attaques par désanonymisation. Est-ce que je peux, pour 50% des individus, retrouver leur identité dans les données qui ont été anonymisées? L'exemple historique d'attaque par désanonymisation qui avait été faite, c'était à la fin des années 90, en fait, où l'État du Massachusetts avait décidé de rendre publiques les données médicales de ses employés en enlevant le nom et prénom. Mais dans ces données-là, vous aviez des informations comme le code postal, la date de naissance et le sexe qui étaient présents. Donc leur façon d'anonymiser, c'était de dire on enlève toutes les données nominatives.
Mais en fait, dans l'État du Massachusetts, n'importe qui peut aussi acheter le registre des votants, donc le registre des personnes qui ont le droit de voter. Et dans ce registre-là, vous avez le nom et prénom de la personne, mais vous avez aussi le code postal, la date de naissance et le sexe. Donc si on croise les deux bases, en fait, ce qu'a fait la chercheuse qui a fait cette attaque-là, c'est qu'elle a envoyé son dossier médical au gouverneur de l'État en disant « Voilà votre dossier médical que j'ai retrouvé dans vos données à partir de la désanonymisation ». Et donc, le risque de réidentification, donc le pourcentage de gens que vous pouvez désanonymiser, ça mesure en quelque sorte la force de la méthode d'anonymisation. Et donc souvent, quand on va vouloir anonymiser une donnée, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va enlever des informations ou perturber des informations avant de rendre publiques ces données. Donc en anglais, c'est sanitization. Alors je le traduis en français par assainissement. Je préfère en général utiliser le mot assainissement que le mot anonymisation, parce que souvent, on a des compagnies qui nous promettent d'anonymiser les données, mais quand vous regardez la recette pour anonymiser, souvent c'est très... Donc par exemple, Google dit qu'au bout de 18 mois, les requêtes des utilisateurs sont anonymisées, mais quand vous regardez la méthode d'anonymisation, en fait, Google vous dit qu'ils enlèvent simplement le dernier chiffre de l'adresse IP. Donc pendant 18 mois, vos données sont là en clair avec l'adresse IP. Au bout de 18 mois, le dernier chiffre de l'adresse IP est enlevé, mais le dernier chiffre de l'adresse IP, c'est pas grand-chose, c'est pas une très forte méthode d'anonymisation. Donc, assainir une donnée, ça veut dire rajouter du bruit ou enlever des informations. Donc, par exemple, à l'époque de la guerre froide, assainir un document avant de le déclassifier, ça voulait dire prendre un stylo et barrer les informations importantes. Du point de vue informatique, ça peut vouloir dire, par exemple, rajouter du bruit. Donc, au lieu d'envoyer votre vraie localisation, vous enlevez une localisation perturbée. Au lieu de révéler chacune de vos positions dans la salle, je pourrais révéler la position moyenne, par exemple. Je pourrais aussi, au lieu de révéler l'endroit où vous êtes exactement, révéler simplement le quartier où vous êtes. Enlever de l'information, c'est aussi une forme d'assainissement. Mais là, il faut faire attention. Donc, par exemple, si vous dites « je vais publier les données médicales de toutes les personnes, sauf les personnes qui sont atteintes d'une maladie sexuellement transmissible, où je vais enlever cette information-là », si la règle est publique et le seul moment où cette donnée est enlevée, c'est quand quelqu'un a ce type de maladie, le fait d'avoir enlevé l'information ne garantit pas que cette personne est protégée et qu'on ne pourra pas redécouvrir cette information-là. Et puis, il y a des méthodes qui se proposent de mélanger les vraies données avec des fausses données. Donc un exemple qu'avait proposé par exemple la chercheuse qui avait fait l'attaque par désanonymisation, c'est de dire si on a les données des patients d'un hôpital où on sait que la combinaison de leur âge, code postal et nationalité peut jouer le rôle de quasi-identifiant, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre ces données-là et en généralisant, donc en perdant de l'information au niveau de la granularité, donc par exemple en enlevant les 2 derniers chiffres du code postal ou en révélant la tranche d'âge plutôt que l'âge exact, on va créer des groupes dans lesquels on vous garantit qu'il y a au moins K-1 autres individus qui ont votre profil. Donc on perd de l'information pour créer des groupes dans lesquels on va vous cacher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la K-anonymité, c'est une des méthodes classiques d'anonymisation. Le seul problème de cette méthode-là, c'est que souvent, il y a des attaques qui sont relativement subtiles. Donc par exemple, si je vous pose la question suivante, donc supposons que vous êtes l'employeur d'Alice, donc vous avez de l'information partielle sur elle, donc vous savez qu'elle a 28 ans, qu'elle habite dans le quartier qui a le code postal 13012, et en fait, elle a visité 2 hôpitaux pour avoir des avis différents de 2 médecins. Chaque hôpital a voulu anonymiser, donc assainir les données en faisant de la K-anonymité avant de les publier. Mais si vous croisez ces 2 bases de données-là, qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur la maladie d'Alice? Est-ce que je vous ai tous perdus? Donc supposons que vous preniez la première base de données. Si elle a moins de 28 ans, vous savez qu'elle est forcément dans ce groupe-là. Donc dans ce groupe-là, il y a plusieurs maladies possibles. Si vous regardez la deuxième base de données, vous savez qu'elle tombe dans ce groupe-là. Mais si vous faites le croisement des 2 ensembles de maladies possibles, il n'en reste qu'une seule qui est possible, qui est le sida. Donc il faut faire tout ça pour vous dire qu'il faut faire extrêmement attention au cas où il y a plusieurs anonymisations qui ont été faites de données dans lesquelles un individu apparaît plusieurs fois, parce qu'il y a des risques où, quand vous prenez chaque base de données séparément, c'est OK, mais quand vous commencez à croiser les données, il peut y avoir des bris de vie privée très importants. Donc une notion qui émerge, donc je ne vais pas rentrer dans le détail mathématique de cette notion-là, mais qui devient le standard en informatique et en vie privée, c'est ce qu'on appelle la differential... Ouais, 5 minutes? OK. C'est la differential privacy. Donc ce qu'on veut faire, en fait, c'est faire un calcul sur les données qui garantit que vos données soient présentes ou pas dans les données, donc dans la base de données de départ. Le résultat du calcul, la distribution des sorties possibles va être à peu près la même. Donc l'idée, c'est que vous étiez dans la base de données ou pas au moment où on a fait, par exemple, une étude statistique sur des liens entre des profils et des maladies, le résultat de cette étude va être quasiment le même. Donc ce que va pouvoir déduire l'adversaire en observant la sortie du calcul sera très peu influencé par vos propres données, et donc les inférences qu'il pourra faire sur vos propres données sont très limitées.
Donc ça devient le standard en termes de vie privée. Et pourquoi ça devient le standard? C'est parce qu'on arrive à prouver des propriétés sur les compositions. Donc on arrive à prouver que quand vous allez faire 2 fois une anonymisation, l'adversaire va réussir à apprendre au maximum 2 fois l'information, donc l'information qu'il pourrait déduire de cette base, plus l'information de l'autre base, mais il n'y aura pas de bruit de vie privée complet comme dans cet exemple-là. Donc c'est une façon d'avoir des garanties plus fortes en termes du niveau technique de vie privée. Donc au Canada, vous avez aussi une avance sur, à ma connaissance, il y a très peu d'entreprises qui fournissent des solutions clés en main d'anonymisation. Il y a une compagnie à Ottawa qui s'appelle Privacy Analytics qui fournit des solutions dans le domaine médical, qui a été rachetée en 2016 par une société qui s'appelle IMS Health. Et donc elle propose par exemple à des hôpitaux de donner des solutions d'évaluation de risque liées à la désanonymisation ou de fournir des techniques d'assainissement. Ok, donc dans les 5 minutes qui restent, ou les 4 minutes qui restent, je voudrais juste finir par quelque chose qui n'est pas lié directement à la vie privée, mais qui est lié aussi à tous les problèmes éthiques liés au traitement des données massives. Donc tout ce qui est lié par exemple à la discrimination. Donc souvent la frontière entre personnalisation et discrimination est relativement floue. Donc vous êtes très content si on vous fournit un service qui est personnalisé d'après vos intérêts, mais la frontière entre ça et vous refusez par exemple l'accès à un certain service ou vous demandez de payer le double de la prime, parfois est relativement mince. Donc on est content d'avoir un service personnalisé ou de payer moins cher un certain billet d'avion, mais d'un autre côté, on n'est pas content si on nous refuse l'accès à certains services en fonction de notre profil. Donc depuis quelques années, dans le domaine informatique, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à essayer de comprendre quelles sont la manière de fonctionner, donc d'ajouter de la transparence dans les algorithmes de personnalisation. Donc là, par exemple, il y avait une étude qui avait essayé de comprendre pourquoi est-ce que quand vous connectez sur le site en ligne de l'entreprise Staples, donc qui fournit des fournitures de bureaux, en fonction de l'endroit où vous êtes, le prix qu'on vous offre est différent. Et donc, ce que cette étude a révélé, en fait, c'est que si vous êtes dans une zone où il y a déjà des magasins Staples, où il y a des magasins concurrents, donc vous allez recevoir un prix qui est beaucoup plus bas que la moyenne. Par contre, si vous êtes dans une zone, donc par exemple une zone rurale où il n'y a pas de magasin de fournitures du bureau autour de vous, on va vous fournir un prix qui est beaucoup plus haut. Donc ça, en fonction de votre localisation, on va adapter les prix qui vous sont proposés. Et donc dans la législation sur la protection des données, on voit aussi l'aspect équité et transparence apparaître. Donc vous avez un article qui dit que tout traitement qui doit être fait sur des données, le contrôleur doit s'assurer que par des manières techniques, donc des manières mathématiques ou statistiques, ainsi que des manières organisationnelles, qu'il n'y ait pas de risque d'avoir des effets discriminatoires en fonction par exemple de l'origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, de votre religion. Donc, par exemple, typiquement, si vous êtes une entreprise et que vous commencez à proposer des prix différents en fonction de la religion ou l'origine ethnique d'une personne, vous êtes totalement hors la loi par rapport aux lois sur la discrimination. Et donc, souvent, les biais des algorithmes viennent pas forcément d'un biais conscient qu'a le fournisseur de services, mais ça peut venir simplement un biais dans les données de départ. Donc, ce qui peut arriver, par exemple, c'est que si vous avez, par exemple, par le passé, eu des cas où les femmes se voyaient proposer des salaires qui étaient beaucoup moins élevés que les hommes, l'algorithme qui va apprendre sur des données de ce type-là, il va peut-être simplement, même sans en être conscient, simplement reproduire le biais et proposer des salaires qui sont beaucoup plus faibles aux femmes qu'aux hommes. Donc il faut un effort pour essayer de modéliser et de comprendre la discrimination. Parfois, il peut aussi y avoir ce qu'on appelle de l'imprécision. Donc on peut avoir un algorithme qui est précis 99% du temps, mais qu'est-ce qui se passe si vous tombez dans le 1% des gens qui ont été mal classifiés injustement ? Et donc souvent, un des problèmes, c'est que la plupart des algorithmes qui font de la personnalisation, donc ils se basent sur des techniques d'apprentissage sophistiquées, où l'algorithme est très performant, mais c'est très difficile de comprendre le pourquoi de la décision. Donc il y a tout un mouvement en ce moment d'essayer d'ouvrir les algorithmes, en particulier les algorithmes d'apprentissage, pour éviter ce qu'on appelle la dictature des algorithmes. Donc par exemple, vous avez donc la transparence, c'est une première étape. Donc souvent, pensez-y, entre ce que le système informatique connaît de vous et ce que vous connaissez de la manière dont le système fonctionne, il y a une asymétrie très importante. Donc, souvent, Google ou un acteur sur Internet connaît énormément de choses à votre sujet, mais est-ce que vous connaissez vraiment quelles sont les données collectées par Google et comment elles sont utilisées? Souvent, il y a un manque donc ce manque de transparence conduit à un manque de confiance. Donc, il y a pas mal en ce moment d'initiatives pour essayer d'améliorer la confiance. Donc, par exemple, vous avez un laboratoire qui s'est mis en place, qui regroupe à la fois des technologistes, mais aussi des gens de l'industrie et des gens de droit, qui essayent de mettre en avant des initiatives pour améliorer la transparence. Donc au lieu de faire du privacy by design, le mot-clé, c'est qu'on veut aussi faire de la transparence par conception. Donc soit en mettant des mécanismes qui permettent à l'utilisateur de vraiment comprendre comment les données sont collectées, comment elles sont utilisées, comment on peut interpréter le résultat.
soit même des outils qui permettent d'obtenir de la transparence, même si la compagnie ne souhaite pas vous en fournir. Donc on peut par exemple envoyer des faux profils à des compagnies en ligne et essayer à partir des informations personnalisées qui nous sont retournées d'essayer de reconstruire comment fonctionne l'algorithme derrière. Et donc le but c'est d'aller vers ce que j'appelle, alors je l'ai appelé algorithmic accountability, donc l'imputabilité des algorithmes. Donc comment est-ce que je peux vérifier que l'algorithme qui fait des choix qui vont m'affecter dans mon quotidien et qui fait ses choix en fonction de mon profil personnel est bien éthique, donc il ne fait pas de discrimination, qui est bien loyal, donc c'est-à-dire qu'il essaye de me fournir le meilleur service possible. Donc ça peut passer par des outils par exemple qui essayent de vérifier la manière dont le code fonctionne. Et donc là aussi il y a beaucoup de... Donc c'est pour ça que j'ai mis dans la partie défi, il y a beaucoup de travail à faire encore du côté informatique. Sur l'aspect comment mesurer la discrimination, il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits ces derniers temps. Donc l'idée c'est, vous avez par exemple des gens qui ont essayé de comprendre quand une décision est prise, par exemple pour essayer de prédire le salaire d'une personne, quels sont l'impact des différentes variables. Donc par exemple là vous voyez que l'origine ethnique a une importance très forte dans la décision qui a été prise. À l'inverse de ça, d'autres variables peuvent avoir moins d'informations. Donc ça peut être une façon d'essayer de mesurer quel est l'impact de chacun des attributs qui ont été collectés. Et donc je dirais le but final, c'est vraiment d'arriver dans une situation où, si je prends l'exemple des salaires, on voudrait être capable d'enlever le biais dans les données de départ pour être sûr que dans le futur, l'algorithme ne propose pas un salaire qui est inférieur aux hommes, aux femmes, donc être vraiment capable de corriger ce biais-là, d'améliorer l'équité dans les décisions futures de l'algorithme de personnalisation. Donc voilà, je vais juste finir là-dessus en vous disant que du côté vie privée, il y a beaucoup de choses qui vont rester à faire dans le futur à cause de trois observations. Donc d'abord, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'avec le développement des technologies comme par exemple les objets connectés ou les instruments de soi quantifiés, on arrive dans une situation où on est capable d'enregistrer de plus en plus de données personnelles, donc la quantité de données augmente. En plus, avec le big data, les possibilités d'inférence et de croiser ces données augmentent aussi. Et si vous rajoutez à ça le mouvement d'ouverture des données, on commence aussi à vouloir ouvrir des données qui concernent des citoyens. Ça fait que la possibilité de faire des bris de vie privée, les risques augmentent aussi avec le temps. Et donc avec chaque nouvelle technologie qui apparaît, il faut faire une étude, que ce soit au niveau légal, mais aussi au niveau technologique, de quelles sont les inférences, quels sont les risques, et comment est-ce qu'on peut aussi améliorer ces services-là pour augmenter le niveau de vie privée des citoyens. Et voilà, je finirai là-dessus. C'est ce qu'il y a des questions ? Ok, pas de questions, ça veut dire que... Ouais. Il n'y a pas encore de standard sur l'anonymisation, mais on est en train de... Donc par exemple, il n'y a pas eu encore de compétition d'évaluation des algorithmes d'anonymisation, mais avec d'autres chercheurs, on organise ça l'année prochaine à une conférence sur la protection de la vie privée. Donc il va y avoir, je pense, des évolutions au niveau des standards en anonymisation dans les prochaines années. Là, on est encore à la phase où je dirais il faut qu'on teste sur des vraies données les différents algorithmes d'anonymisation. Et donc, une première étape qu'on a proposée avec d'autres chercheurs, c'est de faire une compétition. Donc, on va donner des données à des groupes qui veulent s'inscrire à la compétition. Ils vont pouvoir proposer leur algorithme d'anonymisation. On va avoir des mesures d'utilité. Donc, évidemment, une façon d'anonymiser les données, ça pourrait être de jeter à la poubelle les données, juste de produire de l'aléa, mais là, il ne reste plus rien dans les données. Donc, il y a des gens qui vont anonymiser les données et il y a d'autres gens qui vont essayer d'attaquer les données en les désanonymisant. Ouais, pour l'instant, je connais beaucoup plus de cas de désanonymisation que d'anonymisation réussie. Donc. Bah, c'est pour ça que je mettais ça dans les défis. C'est à mon sens, le GDPR va arriver en mai 2018 et il y a clairement des aspects du GDPR où la CNIL, par exemple, n'a pas de méthode pour donner une certification sur les méthodes d'anonymisation à l'heure actuelle. Et ils ont une approche très précautionneuse. Ils savent que si un jour ils proposent une méthode, les informaticiens comme moi et d'autres vont essayer de la casser. Donc ils ont intérêt à être bien préparés. Donc, je l'ai mis dans les défis parce que justement, je pense qu'au niveau du GDPR, l'aspect anonymisation et l'aspect aussi équité et transparence
il y a beaucoup de choses à faire du point de vue technique. Donc le règlement va arriver, mais comment bien anonymiser les données, c'est encore une question qui est ouverte à mon sens au niveau technique. Oui. Vous avez parlé du réseau Tor. Est-ce que ça ne comprend pas des risques en soi de fait d'utiliser le réseau Tor pour accéder au web, donc service? Bah, si tu l'utilises pour surfer de manière anonyme, donc tout dépend si tu utilises pour accéder au dark web ou au deep web, mais si tu utilises pour accéder au web conventionnel, il n'y a pas de risque en soi. Non, c'est très problématique. Parce que même pour le cloud, en fait, moi je travaille chez des établissements financiers européens qui attendaient quelque chose de la part des régulateurs financiers, la Banque centrale européenne, qui maintenant vient d'émettre des recommandations en matière de sécurité des données, localisation des données, sur la vie privée. Principalement, ils disent tout chiffrer. Et on se retrouve avec, la Banque centrale européenne qui dit aux banques si vous pouvez aller dans le cloud chiffré. De l'autre côté, vous avez le GDPR qui vous dit que vous ne pouvez pas aller sans anonymiser. Et moi, je travaille beaucoup avec des équipes à la fois à cheval entre la sécurité legal et la conformité. Et on demande aux gens de la conformité de valider des algorithmes d'anonymisation et ils sont incapables de prendre une décision, de se prononcer sur quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, on est dans le... Je pense qu'il va y avoir un gros chaos. Même au sein d'une même entreprise, j'ai vu des équipes projets, chacun développer son propre standard d'anonymisation. On n'a pas un standard d'entreprise, on n'a rien. Il y a un gros boulot. C'est intéressant ce que vous allez faire avec les chercheurs. Il y a un nombre de cours essentiels. Sur l'anonymisation, non, enfin, il y a moi qui suis ici canadien, enfin qui suis français au Canada. Il y a un chercheur japonais et puis il y a un chercheur catalan en fait. On est à 3 pour organiser la compétition. Enfin 3, il va y avoir d'autres professeurs qui vont te joindre à nous, mais c'est là. Le but c'est de l'ouvrir le. Ouais. Parce qu'il y a d'autres domaines en informatique où les gens ont l'habitude de faire des compétitions. Donc par exemple en apprentissage machine. Sur la reconnaissance de caractères avec des algorithmes d'apprentissage, les gens ont l'habitude de faire des compétitions où on publie des données d'entraînement et puis on demande aux gens proposez votre algorithme et on va tester l'efficacité. En anonymisation, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui n'a jamais été fait et pourtant je pense qu'il y a un besoin énorme. C'est que c'est très surveillé par les polices du monde entier, parce que dès que vous téléchargez Tor, vous êtes suspect. Mais en même temps, les polices du monde entier et les journalistes d'investigation disent qu'ils l'utilisent typiquement quand ils vont enquêter sur le crime organisé. Donc par exemple, on a eu la présentation invitée là, en fin de journée hier. Je suis sûr que l'équipe qui aidait cette personne infiltrée, quand elle voulait aller collecter ou chercher de l'information, elle passait sûrement par Tor pour essayer de limiter les traces. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est déjà... Je sais pas quelle heure il est.